Bonsoir et bienvenue à la Bibliothèque des rêves. Ce soir, je vous emmène aux frontières du fantastique, de l'histoire et du folklore. Vous connaissez toutes ces créatures qui peuplent les mondes fantastiques. Les mondes de l'heroic fantasy, c'est dans ce sens que je vais vous parler du fantastique ce soir. Les elfes, les nains, les orques, les trolls, les gobelins, pour lesquels on utilise parfois le terme anglais goblin, mais son origine vient du vieux français, gobelin. Ça fait partie des choses dont on va parler. Dans la culture populaire, en tout cas, ce sont toutes des figures bien identifiées, et leur nom produit certaines attentes sur leur apparence, leur comportement, leur personnalité ou leur pouvoir. Mais justement, comment est-ce que tout cet imaginaire est apparu ? Il n'y a pas vraiment de règles officielles ou de canons qui définissent ces êtres de fiction, et chaque auteur peut faire ce qu'il veut avec eux. Mais si on doit en citer un qui les a façonnés ou au moins lourdement influencés, ce serait évidemment Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux. Ceci dit, il s'est passé beaucoup de choses avant et après lui, et c'est ça qu'on va explorer ce soir. On va parler de la convergence des mythologies, des traditions folkloriques et des ajouts modernes qui ont donné naissance à ces créatures bien connues. Alors, est-ce que c'est de la très grande culture ? Sans doute pas. Mais c'est amusant, et aussi vous allez voir que ça ouvre plein de portes sur les cultures du passé, antiques, médiévales, et que ces êtres qui vivent aujourd'hui dans les films, les romans, les jeux vidéo, les jeux de rôle, ou dans l'imaginaire collectif, ont des ancêtres qui remontent très loin parfois. Si ce type de sujet vous intéresse, j'ai un épisode récent sur les dragons et les loups-garous, et un autre arrivera bientôt sur les créatures légendaires, telles que les licornes, les sirènes ou les phénix. Pour le moment, avant de commencer, vous pouvez adopter une position confortable et fermer les yeux quand vous le désirez. Vous n'avez besoin que d'écouter. Si vous appréciez cette émission, merci aussi de penser à liker, commenter, vous abonner. C'est vraiment utile. Et maintenant, commençons avec notre premier type de créature, les elfes. Des différents êtres dont je vais vous parler, les elfes sont probablement les plus standardisés, et ils doivent leur archétype principalement à Tolkien. Sa version des elfes a établi un standard qui a ensuite été repris très largement depuis les années 1950. Ce modèle d'elfe a été souvent repris tel quel, ou adapté, ou parfois subverti en jouant avec, en y introduisant des variantes ou des retournements. Ces caractéristiques des elfes fantastiques sont bien connues. Ils sont grands, un peu plus que des humains, élancés et plutôt gracieux. Ils ont une apparence jeune ou sans âge bien défini, avec une peau lumineuse. Ils vivent extrêmement longtemps et parfois sont même immortels. C'est-à-dire que seules des blessures peuvent les tuer, ou alors leur propre choix de se laisser mourir. En termes de personnalité, on les voit plutôt comme sages. Ils peuvent être un peu arrogants et distants, et ils apparaissent aussi très connectés à la nature. Ils vivent dans d'anciennes forêts ou d'élégantes villes couvertes de végétation. Ils appartiennent à une civilisation très ancienne, qui a autrefois été plus puissante et qui a décliné, pas forcément parce qu'ils ont été battus, mais plutôt parce qu'ils ont perdu le goût de dominer le monde et ils s'en sont retirés.
Ils ont aussi des capacités physiques qui les rendent plutôt supérieurs aux humains, comme des sens très développés, l'ouïe ou la vue. Ils sont plus rapides, très bons archers, et parfois ils ont en plus des pouvoirs magiques. Dans certains mondes fantastiques, cette version des elfes est parfois subvertie. On y trouve des elfes noirs, qui seraient décadents et fiers de l'être, cruels, assez maléfiques en général. Mais cet elfe moderne, il termine de prendre forme en fait seulement au XXe siècle, et son principal inventeur, c'est Tolkien. Il l'a composé à partir des mythologies germaniques, en y ajoutant des références tirées du folklore anglo-saxon, scandinave, et peut-être aussi celtique. On va voir tout ça. En anglais, le mot « elfe » vient du vieil anglais « aelf », qui lui-même venait du proto-germanique « albiz » ou « albaz », un terme qui voulait dire brillant ou blanc. En vieux norrois, qui était la langue parlée à l'époque des Vikings, ça a donné alf, et en vieil allemand, alp. Donc l'étymologie du mot elfe le relie au concept d'être beau et lumineux. Et effectivement, dans la mythologie scandinave, les elfes apparaissent comme une race, une catégorie d'êtres distincts, qui vivent dans leur propre monde, séparés des autres, l'Alfheim, littéralement le monde ou le pays des elfes. On n'en sait pas tant que ça sur la vision des anciens peuples nordiques sur les elfes, parce que les sources sont assez rares, et les documents écrits datent tous de la fin de leur culture, quand elle était en train de céder le pas à la christianisation et à l'intégration des peuples scandinaves dans la culture médiévale de l'Europe. Mais c'est à partir de ces sources médiévales que Tolkien a travaillé. Et déjà dans la mythologie scandinave, les elfes étaient divisés en deux catégories. Les elfes de l'Alfheim étaient vus comme des créatures célestes qui incarnaient la lumière, la beauté ou le pouvoir de guérison. Donc des êtres plutôt très positifs, qui paraissent avoir été placés sur un pied presque équivalent à celui des dieux d'Asgard. Pas du tout le genre de créatures que des hommes rencontreraient dans notre monde, sur Midgard. L'autre type d'elfes, les elfes sombres ou noirs, étaient décrits comme des habitants du sous-sol, qui avaient aussi leur propre monde, Svartalfheim. Les deux types d'elfes auraient formé une sorte d'opposition, une dichotomie. Les elfes de Svartalfheim étaient associés à l'industrie ou à l'artisanat. Ils auraient forgé des objets magiques, par exemple, et différents experts pensent que ces elfes sombres sont des ancêtres des nains, eux aussi présents dans la mythologie scandinave. Alors peut-être que ces elfes noirs se sont transformés avec le temps en nains, ou peut-être l'inverse. Ce sont les nains qui auraient été associés aux elfes, qui seraient devenus un deuxième type d'elfes. On ne peut être sûr de rien parce qu'une très grande partie de ce qu'on sait de ces deux catégories de créatures dans la mythologie scandinave repose sur le travail d'un seul auteur, Snorri Sturluson, qui a vécu en Islande au Moyen Âge, au XIIIe siècle, et qui a laissé une somme sur la mythologie scandinave appelée l'Edda en prose. C'est un document inestimable dans lequel il présente les croyances, la mythologie des Scandinaves, et raconte de nombreuses histoires, mais dans lequel aussi il aurait très bien pu introduire ses propres idées. Donc notre compréhension de la mythologie nordique est peut-être assez éloignée ou différente de celle qu'avaient les vrais Scandinaves des 8e, 9e, 10e siècles. C'est difficile à dire. En tout cas, pour ce qui nous intéresse ce soir, Tolkien a repris à son compte l'opposition entre elfes et nains, avec leurs mondes séparés et leurs caractéristiques opposées.
ça lui a sans doute inspiré cette idée de l'antipathie ou de la défiance spontanée entre les elfes et les nains. Donc les Scandinaves, et plus généralement les peuples germaniques, parce que la mythologie nordique est une branche de la mythologie germanique, ont ces elfes qui apparaissent comme des êtres puissants, mais capables du meilleur, comme soigner ou rendre le monde plus fertile, comme du pire. Ils peuvent aussi apporter des maladies ou induire la folie. Dans les mythes germaniques, les elfes qui s'aventurent dans notre monde ont souvent cette ambivalence. D'ailleurs, il y a une histoire qui a pour personnage principal un elfe noir, que je vais vous raconter. Et vous verrez qu'il est capable non seulement de se venger cruellement, mais aussi d'en tirer un certain plaisir. C'est l'histoire de Völundr, et voilà ce qu'elle nous apprend. Völundr, c'était un elfe de grand talent pour forger des anneaux et d'autres pièces d'orfèvrerie. Un jour, il s'installa sur une île pour se dédier à son art. Il y forgeait d'extraordinaires pièces d'orfèvrerie, et il était si doué qu'il les vendait très cher, et donc il amassa une petite fortune. Mais il y avait un roi en Suède, Nidud, qui entendit parler du talent et de la fortune de Völundr. Ce roi était envieux et avare. Alors il désira s'approprier les deux, la fortune et le talent. Il envoya ses hommes capturer l'elfe dans son sommeil. Ils s'emparèrent de Völundr, ils l'attachèrent et ils l'amenèrent au roi. Nidud était en plus brutal et cruel. Alors il ordonna qu'on brise les genoux de Völundr pour éviter qu'il puisse s'enfuir, et qu'on l'isole sur une autre petite île où il serait forcé de travailler pour le roi. En captivité, Völundr commença à préparer sa vengeance. Un jour que les deux jeunes fils du roi visitaient sa forge, il les tua par surprise, et il cacha leur corps. Personne ne savait ce qu'il était advenu des deux fils, ce qui affecta grandement le roi, mais ça n'était pas une vengeance suffisante pour Völundr. Alors il utilisa les crânes des deux fils pour fabriquer des bols. Il prit aussi leurs yeux pour en faire des bijoux, et leurs dents qu'il monta en broche, et il envoya le tout au roi comme cadeau. Ces objets étaient tellement bien réalisés que ni le roi ni la reine ne suspectèrent rien. Alors ils les utilisèrent, buvant sans le savoir dans les crânes de leurs enfants, et portant comme ornement leurs yeux et leurs dents. Une vengeance cruelle et sinistre, mais pas encore suffisante pour Völundr. Plus tard, c'est cette fois la fille du roi qui lui rendit visite, pour exiger qu'il répare une bague qu'elle avait abîmée. Völundr la fit boire de la bière, avant à son tour de l'attaquer. Et après ça, il s'enfuit enfin. Il avait patiemment récolté pendant des mois des plumes d'oiseaux pour se fabriquer des ailes qui lui permirent de s'enfuir en volant malgré son infirmité. C'est comme ça qu'il put quitter sa prison. Il se considérait déjà bien vengé, mais pas encore complètement. Alors, avant de disparaître, il alla voler au-dessus de la maison du roi pour le provoquer et l'accabler. Il lui révéla le sort de ses deux fils et ce qui venait d'arriver à sa fille, avant de disparaître, trop haut et trop rapide pour que les flèches des gardes puissent l'atteindre. L'histoire se termine sur l'image de Völundr qui disparaît à l'horizon, en laissant le roi effondré derrière lui. Cette histoire, elle est assez révélatrice de ce dont les elfes sont capables dans la mythologie germanique. Ce ne sont pas des êtres particulièrement gentils. Ils ont des pouvoirs et des talents extraordinaires,
mais ils peuvent aussi être sans pitié si on leur nuit, et toute rencontre avec eux peut être assez dangereuse. Mais dans ces mythes, les elfes sont encore très loin de ce qu'ils deviendront des siècles après. Ils ne sont pas immortels, ni particulièrement connectés à la nature, et on ne sait rien de très précis sur leur apparence ou leur stature en général. Ces différentes caractéristiques, elles vont apparaître au Moyen Âge, au début de la période médiévale, notamment dans le folklore scandinave et anglo-saxon en Grande-Bretagne. Dans les récits ou les croyances folkloriques, on commence à les associer à des endroits sauvages, en particulier à des forêts qu'ils protégeraient des humains. Et c'est aussi à cette époque que leur apparence se définit un peu plus précisément. Ils sont maintenant vus comme d'une taille similaire à celle des humains, et on leur prête des talents d'archer. De manière générale, les elfes deviennent des êtres qui ne se laissent pas approcher. Et l'utilisation des arcs et des flèches fait partie de cette caractéristique qui les définit. Mais ça va bien au-delà. Ils évitent systématiquement la confrontation directe, physique. Et ils agissent envers les hommes de façon indirecte et plus subtile. Ils séduisent, ils pratiquent des enlèvements aussi. Je vous ai parlé récemment dans un épisode du mythe des changelins. Les elfes font partie des créatures qu'on suspecte au Moyen Âge d'enlever des bébés ou des enfants très jeunes pour les remplacer par des changelins, ces simulacres d'humains, qui révéleraient leur vraie nature plus tard, en grandissant. Donc, quand ils attaquent, c'est à distance aussi, avec des arcs et des flèches, et le trait qui les définit peut-être le mieux, c'est qu'ils sont insaisissables, comme une menace impossible à identifier précisément, et encore plus difficile à attraper, ce qui les rend à la fois dangereux et mystérieux. Ils ont une dimension intrigante et presque séductrice aussi. Donc c'est dans ce folklore médiéval que les elfes acquièrent différents traits qui ont été conservés dans la littérature fantastique. La défense des forêts, une taille comparable à celle des hommes, ou la pratique du tir à l'arc. Mais l'évolution des elfes mythologiques et folkloriques jusqu'aux elfes fantastiques modernes ne va pas être non plus en ligne droite. Parce qu'au cours du Moyen Âge et au début de la période moderne, c'est-à-dire les XVIe, XVIIe siècles, les elfes rapetissent en taille. On en fait des créatures bien plus petites, plus proches de ce qu'à l'époque on appelle des fées. Là aussi, si ça vous intéresse, vous pouvez vous reporter à l'épisode sur les changelins. Les fées de l'époque médiévale et de la Renaissance, ça ne sont pas des petites femmes ailées avec des pouvoirs magiques, et le plus souvent bienveillantes. Elles sont bien plus sinistres. On les voit comme des divinités païennes, oubliées, ou des esprits des morts, ou même des anges déchus, des démons, qui sont dangereux, avec toute une gamme de méfaits qu'on leur attribue. Ils jouent des tours plus ou moins méchants, ils font se perdre les voyageurs qui traversent les régions sauvages, ils volent des objets. Dans les rares images médiévales de fées, on les voit représentées comme des petites créatures noires avec des ailes de chauve-souris, plutôt laides et démoniaques, pas du tout mignonnes. Donc à cette période, la fin du Moyen Âge et la Renaissance, dans le folklore de plusieurs régions d'Europe, dont le folklore anglais, elfes et fées deviennent quasiment synonymes. Et ils ne sont pas toujours très menaçants, mais il fallait quand même s'en méfier. Cette version des elfes, devenue tout petit et similaire aux fées, c'est celle à laquelle fait par exemple appel Shakespeare dans sa pièce de théâtre Le songe d'une nuit d'été. Et ce sont ces elfes tout petits
qui inspireront aussi plus tard au XIXe siècle des figures plus aimables comme les fées modernes ou les lutins de Noël. Les lutins qui aident le Père Noël à fabriquer des jouets ou emballer des cadeaux, qui sont notamment très populaires en Amérique du Nord, les Christmas Elves, sont inventés à partir de cette figure de l'elfe de la Renaissance, qui a diminué en taille et dont la nature devient beaucoup plus bénéfique. Mais ces lutins, ou les fées contemporaines, sont des réinventions du XIXe et XXe siècle, de figures d'elfes bien plus anciennes. Et ça n'est sans doute pas une coïncidence qu'ils deviennent des êtres bienveillants et appartenant au monde enfantin à cette époque. C'est justement celle où les superstitions, les croyances anciennes, ont des elfes malveillants ou dangereux, ont disparu vraiment en profondeur dans la population européenne. On n'y croit simplement plus, et ça permet de mettre dans la littérature pour enfants des créatures plus aimables, comme le lutin du Père Noël ou la fée, telle que Disney va la représenter au XXe siècle. Mais on ne les invente pas ex nihilo. Ce sont des figures mythologiques transformées une première fois par le folklore médiéval et réimaginées, réinventées il y a quelques générations, débarrassées de leurs traits négatifs ou ambigus. Maintenant, nos elfes fantastiques n'ont pas grand-chose en commun avec les fées. Et c'est justement parce que Tolkien va ignorer l'évolution des elfes depuis la fin du Moyen-Âge pour en revenir aux elfes d'avant, ceux du folklore anglo-saxon. Des êtres plus grands, puissants, intrigants, presque magnétiques et liés à la nature. Il était très expert dans les folklores et les anciens mythes germaniques, que ce soit dans leurs itérations scandinaves ou anglo-saxonnes. Et c'est là qu'il puise les différents traits des elfes, qui sont devenus bien connus aujourd'hui. Mais quand il met en scène cette figure de l'elfe fantastique, c'est un type de créature qui n'a pas d'équivalent direct à l'époque dans la littérature. Il la façonne en faisant un tri dans les sources antiques et médiévales. Il adopte certains traits et il en laisse d'autres de côté. En plus, il y a peut-être d'autres influences dans la figure de l'elfe créée par Tolkien. Une possibilité, c'est qu'il y ait aussi une influence celtique. Tolkien disait que non, que ces elfes étaient seulement enracinés dans les mythologies nordiques et anglo-saxonnes. Mais on trouve quand même des parallèles assez troublants entre ces elfes et la mythologie celtique, notamment irlandaise. Alors, quels sont ces parallèles ? Dans la mythologie irlandaise, il y a une race ou un clan d'êtres surnaturels, le Tuatha Dé Danann, un nom qui se traduit par le peuple ou la tribu de la déesse Danu. On pourrait dire qu'ils sont les divinités pré-chrétiennes de l'Irlande. Il y a parmi eux différentes figures, comme le Dagda, qui est une figure de dieu paternel, Nuada, un dieu guerrier, Lugh, un dieu héros qui est maître des arts, Brigid, qui est une déesse de la poésie et de la guérison, ou encore la Morrigan, une déesse de la guerre qui apparaîtrait sous une forme triple, et encore d'autres. Dans différents textes, ces êtres divins du Tuatha Dé Danann ont beaucoup de caractéristiques qui rappellent fortement les elfes de Tolkien. Ils sont décrits comme grands et minces, extraordinairement beaux, connaissant la magie, les arts, les sciences ou la guerre. Ils brillent légèrement, comme avec une aura, et ils sont aussi immortels. Ils entrent parfois en contact avec l'humanité, mais ils peuvent aussi disparaître dans des mondes ou des royaumes cachés, et de manière générale, ils apparaissent comme des versions idéalisées de ce que sont les êtres humains. Ils sont aussi séduisants, et dans différentes histoires, ils pratiquent volontiers des enlèvements de personnes,
un trait qui apparaît dans des textes d'inspiration celtique en Écosse et au Pays de Galles. Ça fait quand même pas mal de similitudes, et ça ne s'arrête pas là, parce que l'histoire des elfes que raconte Tolkien dans ses œuvres a aussi des échos des légendes celtiques. Il raconte qu'une partie des elfes s'est installée dans le monde où vivent les humains, dans des temps ancestraux, exactement comme les membres du Toit des Danann, et qu'après des siècles et des siècles, ils s'en sont retirés pour s'effacer en tant que race ou repartir dans leur pays d'origine, en devenant un peuple en voie d'effacement, une sorte de vestige nostalgique d'une domination ancienne qui s'efface. Donc, consciemment ou pas, il semble quand même que Tolkien ait puisé dans l'héritage celtique pour créer au moins l'histoire de ces elfes. Un autre ajout qu'il fait, plus anecdotique, c'est qu'il leur donne des oreilles pointues, ou il les suggère plutôt. Il n'insiste pas beaucoup sur ce point, mais au passage, il écrit que les hobbits ont des oreilles légèrement pointues, des oreilles elfiques. Ça n'est pas quelque chose dont on trouve la trace avant Tolkien. Mais ça a inspiré un stéréotype qui est apparu après lui, stéréotype selon lequel on représente des elfes avec des oreilles assez fortement pointues. Cette iconographie avec les oreilles pointues est apparue dans les illustrations de la deuxième moitié du XXe siècle. Elle est reprise par Donjons et Dragons ou dans des films. Et c'est comme ça qu'après tous ces siècles, avec des détours et en donnant aussi naissance à des êtres comme les fées ou les lutins, avec surtout l'influence décisive de Tolkien, l'elfe fantastique moderne est apparu. Un type de créature qui incarne à la fois la noblesse, la mélancolie ou la nostalgie pour un âge ancien, un âge d'or désormais terminé, qui incarne aussi la sagesse, l'harmonie avec la nature, et qui reflète peut-être l'aspiration à des caractéristiques surhumaines, une vie très longue, une agilité extraordinaire, des sens très aiguisés. C'est cet archétype qui a été adopté par la littérature, les films ou les jeux, et il est immédiatement reconnaissable, même si chaque œuvre va aussi jouer avec l'archétype, en modifiant un trait en particulier, ou en explorant les implications des caractéristiques des elfes fantastiques. Le déclin culturel, le fardeau que peut représenter l'immortalité, la question de comment interagir avec des races qui ont des vies bien plus courtes, avec les attitudes et les sentiments de supériorité qui pourraient en découler. On pourrait parler encore longtemps des elfes, mais passons à un deuxième type de créature, qui a d'ailleurs la réputation de ne pas beaucoup les aimer, les nains. Là aussi, on sait tous quoi attendre des nains dans les mondes fantastiques. Ils sont plus petits, moins d'1,50 m, mais très costauds, aptes au travail physique ou au combat rapproché. Les nains mâles ont typiquement de longues barbes, et culturellement ils sont associés aux travaux de la mine, aux forges et à l'artisanat. Ils occupent de vastes royaumes souterrains, creusés dans des montagnes, avec des grandes salles, des tunnels, des forges ou des salles au trésor. Ils sont aussi connus pour leur ingénierie. Si une race fantastique est proche de la révolution industrielle, c'est eux. En tout cas, ils forgent des armes et des armures extraordinaires. Ils sont admirés par tous. En termes de personnalité, on les voit comme pragmatiques, terre à terre. Ils peuvent être entêtés et avaricieux, mais ils ont aussi un grand sens de l'honneur, de la loyauté à leur clan. Et d'ailleurs, ils sont plutôt isolationnistes, ou au moins ils se méfient des étrangers. Ils aiment aussi les banquets, boire, et quand ils se lient à d'autres races, ils deviennent plutôt sympathiques, parce qu'ils sont prévisibles, honnêtes,
dignes de confiance. Et enfin, ils sont aussi des guerriers redoutables, qui privilégient les haches, les marteaux et les armures lourdes. Là aussi, cet archétype des nains doit beaucoup à Tolkien, qui l'a façonné, et contrairement à d'autres créatures, qui peuvent varier beaucoup d'un auteur ou d'un média à un autre, les nains restent très proches de l'archétype de Tolkien. Parfois, ils ont un pendant maléfique, des nains du chaos, mais comme pour les elfes, ça ne fait que présenter l'archétype d'origine sous un angle plus favorable. Là encore, les nains proviennent de la réinvention de sources anciennes, avec des ajouts modernes. Ils ont des ancêtres mythologiques, et eux aussi ont des cousins qui ont pris une autre voie et qu'on retrouve dans les contes de fées, comme les nains dans Blanche-Neige par exemple. Alors prenons les choses dans l'ordre. La plus ancienne description d'êtres ressemblant aux nains qu'on connaisse dans la mythologie scandinave, c'est comme on l'a vu avant, ces êtres peuplant Svartalfheim, un des 9 mondes. Dans les sources qu'on connaît de la mythologie nordique, ils ne sont pas spécialement décrits comme petits. Alors en quoi est-ce qu'ils sont les ancêtres des nains modernes? Pour plusieurs raisons. Déjà, ils vivent sous terre, ils sont experts en métallurgie et dans les métiers de la mine. Ils forgent des objets extraordinaires, comme le marteau de Thor ou la lance d'Odin. Ce sont des maîtres artisans qui commercent avec les dieux d'Asgard. Mais comme les elfes, ils sont très ambivalents. Ils peuvent lancer des malédictions, ils sont aussi capables de se transformer, un trait qui a disparu dans les nains du fantastique. Par contre, un autre trait qui lui a été conservé, c'est qu'ils peuvent être très rancuniers. Hors de Scandinavie, dans la mythologie germanique d'autres régions, les nains ont des caractéristiques qui ont aussi été conservées. On les y voit décrits comme de petite taille, un peu plus petites que les humains, et on en fait des gardiens de trésors sur lesquels ils veillent dans leurs repères souterrains. Ce sont des caractéristiques qu'on retrouve chez un nain bien connu et largement antérieur à Tolkien, c'est le nain du Nibelungenlied. Le Nibelungenlied, c'est un poème épique du Moyen-Âge qui a inspiré d'autres œuvres, la plus connue étant l'Anneau du Nibelung, le Ring, le cycle d'opéra composé par Wagner au XIXe siècle. Le poème d'origine, le Nibelungenlied, date du XIIIe siècle, et on y trouve un roi nain, Alberich, qui possède une cape, un manteau d'invisibilité et un grand trésor en or. C'est une figure de nain qui conserve l'ambivalence de ses ancêtres mythologiques. Les nains peuvent être aimables et rendre des services si on les respecte. Mais si leurs intérêts sont menacés ou si on leur porte tort, par exemple en les volant, ils peuvent devenir très revanchards et redoutables. Ils sont aussi déjà associés aux montagnes, aux grottes et aux mines. Dans l'Europe médiévale, les figures de nains ambivalentes comme ça étaient assez répandues, et pas forcément seulement dans les régions influencées par le folklore germanique. Par exemple, il y avait les leprechauns en Irlande, ou les trolls en Écosse. Les leprechauns sont plus célèbres, mais ces trolls écossais sont intéressants parce qu'ils apparaissent justement au nord de l'Écosse, dans le folklore des îles Shetland et Orkney, des îles où le folklore local est influencé à la fois par les cultures celtiques et scandinaves. Il y a eu des colonies vikings dans ces îles, et c'est de ce mélange qu'apparaissent les trolls. Pour ce qui est de l'influence scandinave, ces trolls ne semblent pas vraiment avoir été inspirés par ces elfes noirs ou ces nains scandinaves du Svartalfheim. Les trolls auraient été plutôt inspirés par les trolls, comme leur nom l'indique. On verra plus tard que selon les régions de Scandinavie, ce terme de troll
pouvait être donné à des créatures très différentes, gigantesques ou bien plus petites, on va y revenir. Donc le terme Trow, ça s'écrit T-R-O-W, viendrait de troll, et ces Trolls écossais peuvent être méchants ou cruels. Il était recommandé de les éviter, et on leur prête l'habitude d'accumuler des trésors. Ils n'ont pas de traits comme les barbes, l'exploitation minière ou le sens de l'honneur des nains fantastiques. Mais ce type de nain va prendre une certaine importance dans le folklore et les contes de fées, notamment au XIXe siècle. C'est à cette époque, il y a finalement pas si longtemps que ça, que des histoires folkloriques sont réécrites sous forme de contes de fées, et on y voit apparaître différents types de nains. Les contes de fées, en fait, apparaissent avant le XIXe siècle. D'ailleurs, le terme « conte de fées » fait son apparition à la toute fin du XVIIe, inventé par une auteure, la comtesse d'Aulnoy, la fondatrice du genre. En 1697, elle publie un recueil de ses contes pour enfants qu'elle appelle « Contes de fées », et dans l'un d'entre eux, elle parle d'un nain jaune, un nain qui joue des tours, chevauche un chat et vit dans un arbre, un oranger. Ce nain n'est pas vraiment méchant, c'est plutôt un farceur, et il est inspiré par ces nains folkloriques de la période médiévale. Au XIXe siècle, ensuite, les nains se multiplient dans les contes de fées, le plus célèbre étant sans doute Blanche-Neige, dans lequel les nains sont plutôt bienveillants et sympathiques. Mais ça n'était pas toujours le cas. Dans d'autres contes des frères Grimm, qui ont popularisé Blanche-Neige, les nains sont plutôt grognons et ils empruntent à la tradition germanique. Ils sont barbus, liés à la terre ou au monde souterrain, et ils amassent des trésors. Par exemple, il y a un autre conte appelé Schneeweißchen und Rosenrot, Blanche-Neige et Rouge-Rose. C'est une Blanche-Neige différente de celle du conte de Blanche-Neige et des 7 nains. Donc dans cette histoire, Blanche-Neige et Rouge-Rose sont 2 sœurs qui rencontrent à plusieurs reprises un nain plutôt grognon, méchant et ingrat. Ils se retrouvent piégés par sa barbe à plusieurs reprises, déjà dans un arbre, ensuite dans la bouche d'un poisson, et la 3e fois sous un tronc d'arbre. Chaque fois, les 2 sœurs l'aident à se libérer, au besoin en coupant sa barbe. Mais au lieu d'en être reconnaissant, il se plaint de la perte de sa barbe. Évidemment, comme c'est un conte de fées, il va être puni pour sa vilainie. À la fin de l'histoire, il essaye de voler un trésor à un ours qui est en fait un prince, victime d'un enchantement. Mais l'ours le tue, et ça rompt la malédiction qui l'avait changé en animal. Il redevient un prince, beau et jeune. Ce nain reflète des traits de personnalité et de comportement associés aux nains depuis longtemps, comme l'avarice ou le mauvais caractère. Donc dans les contes de fées du XIXe siècle, le profil des nains n'est pas vraiment très arrêté. Toujours chez les frères Grimm, il y a un autre conte, Les 3 petits hommes dans les bois, où on trouve des nains aimables qui viennent au secours des gens. Ça dépend vraiment de l'histoire et de comment on les traite. De manière générale aussi, c'est parce que les nains dans ces histoires servent d'archétypes qui reflètent des traits de personnalité ou des comportements humains. Les contes sont censés être édifiants pour les enfants, et les nains servent de miroir, ce qui les humanise aussi. Et même si au XXe siècle, Tolkien va définir ces nains à partir du folklore et de la mythologie germanique, quelque chose va en rester. Ces nains nous paraissent assez proches de nous, ils sont compréhensibles, ils ne sont pas distants et aristocratiques comme les elfes. Les elfes peuvent être admirables avec leur perfection physique et leur immortalité, mais ils placent la barre trop haut pour qu'on s'identifie à eux autrement que comme un idéal.
Les nains sont en ça plus humains. Ils aiment s'amuser, manger, être divertis. Ils ont des défauts et des qualités très humaines. Tolkien a aussi inventé des éléments pour leur donner une histoire. Ils sont une race en déclin, elle aussi, qui s'accroche aux vestiges d'un passé plus glorieux, et il met en avant leur animosité envers les elfes et les orques, des choses qui n'existaient pas spécialement avant. Et dans tous les cas, peut-être encore plus que les elfes, le profil qu'il a donné aux nains a eu une influence énorme. Il a à peine été modifié depuis. Je viens de mentionner les orques, alors justement parlons d'eux. Mais on va le faire avec les gobelins et les trolls, parce que aussi différentes soient ces trois types de créatures, ils ont des liens historiques. Les plus récents sont les orques, qui sont en fait une invention de Tolkien. On ne peut pas les rattacher directement à des êtres mythologiques ou légendaires. L'orque des mondes fantastiques est le plus souvent un monstre brutal, avec une peau verte, grise ou très sombre, des petits yeux, des dents proéminentes et une apparence plutôt sauvage. Les orques sont forts, agressifs, ils vivent en clans ou en hordes, dirigés par des seigneurs de guerre, et leur culture est surtout centrée sur la survie et le combat. À l'origine, ils étaient intrinsèquement mauvais, l'archétype de l'ennemi brutal. C'est ce qu'ils sont dans le Seigneur des Anneaux. Mais ça a eu tendance à changer un peu, parce que dans beaucoup de livres ou de jeux, on les a un peu humanisés. Ils sont toujours sauvages, mais ils peuvent aussi avoir une forme de noblesse, un code d'honneur, et ils forment des familles avec des traditions, une certaine complexité morale. Parfois on les représente comme incompris par d'autres races. Donc ils ne sont plus seulement de la chair à canon que des héros doivent éliminer, ils ont aussi une culture. Mais je vous disais que les orques étaient une invention moderne. Ils apparaissent avec Tolkien, et ils n'ont pas d'équivalent folklorique. Ce nom, orc, a été choisi par Tolkien pour sa simplicité, et parce qu'il exprime sans doute une certaine brutalité, ou a une sonorité un peu archaïque. Le terme existait avant. Dans un poème épique anglo-saxon du Moyen-Âge, qui s'appelle Beowulf, le terme orc sert à désigner des monstres assez mal définis, des créatures infernales. Il semble que ce mot ait été emprunté au latin, orcus. Orcus, c'était un dieu du monde souterrain, qui serait apparu en Italie centrale, dans la religion étrusque. Des Étrusques, il passe aux Romains, qui le fusionnent avec Pluton, l'équivalent romain du Hadès des Grecs, le maître du monde souterrain où se rendent les esprits des morts. Quand le latin évolue vers ce qui sera l'italien, le terme orco subsiste, pour désigner un type de monstre qui se nourrit de chair humaine, et il est probable que c'est cet orco italien qui soit devenu ogre en français. Les ogres, qui notamment apparaissent dans les contes de fées, sont différents des orques, mais les deux nous viendraient de cette même origine latine. C'est peut-être aussi pour cette proximité entre orc et ogre en anglais, ogre, le mot est passé lui aussi du français à l'anglais, que Tolkien choisit d'appeler ces créatures des orques. Le terme ogre était déjà connu pour nommer des monstres. Même si les orques sont nouveaux, quand Tolkien publie ses livres, ils ont quand même un petit air familier pour le lecteur européen, parce que l'Europe a déjà une longue tradition de monstres humanoïdes, de différentes tailles, les ogres, les trolls ou les gobelins. La différence des orques par rapport à ces modèles antérieurs, c'est que les orques de Tolkien forment de grandes tribus. Mais pour le lecteur moyen, il rappelait des figures connues.
Après Tolkien, contrairement aux nains qui sont restés très proches du modèle d'origine, les orques ont beaucoup évolué. Ils ont été repris par Donjons et Dragons dans les années 70, et ensuite par des franchises comme Warhammer ou Warcraft, qui les ont représentés avec la peau verte, et souvent une apparence plus caricaturale ou exagérée, avec des dents énormes qui rappellent presque des défenses, ou des musculatures très développées qui rappellent celles des bodybuilders. Donc les orques sont physiquement très forts, et c'est une grande différence avec les créatures suivantes, les gobelins. Dans le fantastique moderne, les gobelins sont aussi des ennemis, des antagonistes, mais plutôt des ennemis faibles, à tel point que parfois ils servent comme élément un peu comique pour détendre l'atmosphère. Ce profil des gobelins s'est formé dans les dernières décennies, il est postérieur à Tolkien. Dans ses romans à lui, orques et gobelins ne sont pas particulièrement différenciés. D'ailleurs, dans le Hobbit, qui a été écrit avant Le Seigneur des Anneaux, Tolkien appelle gobelins les créatures qu'il appellera ensuite des orques. Le gobelin, comme petite créature à la peau souvent verte et qui apparaît comme une forme un peu chétive et faible des orques, ça c'est une invention de Donjons et Dragons, dans lequel les gobelins sont des ennemis faibles individuellement, qui compensent par le nombre. Depuis les années 1980, différentes franchises et séries fantastiques leur ont ajouté des traits, un peu plus de complexité, en introduisant des variantes comme des gobelins de la nuit ou des forêts, parfois en faisant de petits ingénieurs qui fabriquent des machines de bric et de broc, et aussi parfois en les dotant de personnalités un peu plus élaborées, qui les éloignent du rôle de pur ennemi archétypal. Maintenant, cette vision des gobelins comme de petits êtres plus ou moins malicieux ou malveillants, ça n'est pas une pure invention. C'est la reprise de références folkloriques qui nous ramènent une nouvelle fois au Moyen-Âge. On pense que le nom gobelin vient du latin goblinus, ou du grec kobalos, qui veut dire malicieux, espiègle, fripon ou canaille. Cette racine grecque aurait donné kobold en allemand. Les kobolds, dans les pays germaniques au Moyen-Âge, étaient de petits êtres peuplant les maisons ou les mines. Au début du Moyen-Âge, ils auraient été plutôt bien vus, comme des petits êtres qui vivaient cachés dans les maisons, et la nuit venue, ils auraient aidé les habitants en faisant du travail domestique, rangement, ménage, contre un peu de nourriture. Mais leur réputation se dégrade après la christianisation, et on les voit de plus en plus comme un peu démoniaques, ou comme un type de croyance païenne qu'il faudrait rejeter. Le latin goblinus passe au français gobelin, un mot qui est attesté par écrit au XIIe siècle, et du vieux français, il passe au vieil anglais, pour devenir goblin au XIVe siècle. Selon les régions d'Europe de l'Ouest, les kobolds, gobelins ou goblins n'étaient pas exactement le même type de créature partout, mais plutôt un terme général pour de petits êtres surnaturels. La petite taille était systématique. On les imaginait avec une peau dure, un peu comme du cuir, ou alors tout poilu, et on leur prêtait des pouvoirs d'invisibilité, ou de capacité à changer de forme, à se transformer. Comme je vous le disais pour les kobolds germaniques, plus le Moyen-Âge avance, plus on les voit comme malveillants, pas forcément très dangereux, mais malicieux, au sens négatif du terme. Ils déplaceraient des objets ou feraient des nœuds dans les cheveux des gens pendant la nuit. Ils égareraient les voyageurs, ou encore participeraient aux enlèvements d'enfants.
on finit par les confondre aussi avec le concept de fée, donc ils acquièrent une réputation un peu plus sinistre. Vous avez peut-être aussi entendu le terme hobgoblin ou hobgoblin. Dans Donjons et Dragons, les hobgoblins sont des super gobelins, toujours petits mais un peu plus grands, un peu plus forts et plus intelligents. Ce terme de hobgoblin a aussi une histoire, et elle vient du folklore anglais. Un hob, c'était là aussi un type de créature ou d'esprit du foyer. Hobgoblin, ce mot est attesté pour la première fois par écrit en 1530, mais il circulait sans doute déjà avant. Donc un hob, dans le nord de l'Angleterre, ou dans les Midlands, c'était la version locale des kobolds ou des gobelins. Et ils avaient un équivalent écossais, les brownies, de petits hommes poilus, vivant également dans les maisons, selon la légende, et qui accomplissaient des travaux domestiques pendant la nuit. Les brownies écossais étaient perçus comme plutôt gentils. Ils pouvaient faire des petites farces, mais rien de bien méchant. Est-ce que les gens y croyaient vraiment? Sans doute à moitié. Comme pour beaucoup de créatures folkloriques, le fait qu'on se transmette leur histoire d'une génération à la suivante, ça ne veut pas forcément dire qu'on croit dur comme fer à leur existence. Les gens aimaient bien aussi jouer avec l'idée et raconter ces histoires aux enfants. Donc dans une certaine mesure, ces brownies, hobs, gobelins ou kobolds étaient un peu comme le Père Noël ou la petite souris qui vient chercher les dents de lait. Un mythe populaire très connu, mais qui est plus un élément culturel qu'une croyance profondément enracinée. Plus le Moyen-Âge avance, et plus sous l'influence des églises et de l'évolution des mentalités, on les voit comme malfaisants. Comme figure protectrice du foyer, on peut supposer qu'ils sont remplacés par d'autres, comme les saints ou le concept d'ange gardien personnel. L'idée de créature divine protégeant les hommes est très ancienne. Elle est déjà présente dans le judaïsme antique, avant l'apparition du christianisme. Mais le concept d'ange gardien personnel, qui veillerait sur chaque être humain, sur chaque âme, est théorisé par des théologiens au XIIe siècle. Cette croyance se répand lentement en plusieurs siècles, et elle finit par être reconnue ou officialisée par l'Église catholique au début du XVIIe siècle. C'est-à-dire que l'ascension de l'ange gardien comme protecteur est concomitant de la chute de ces petites créatures surnaturelles vers une réputation moins favorable. Il est difficile d'établir forcément un lien de causalité, mais c'est intéressant de le relever. Une autre évolution des gobelins, quels que soient les noms qu'on leur donne, c'est qu'ils sortent des maisons, des foyers, pour se mettre à peupler des grottes, des forêts ou des mines. C'est à ce folklore que fait appel le fantastique au XXe siècle. Ça commence un peu avec Tolkien, qui place des gobelins dans le Hobbit avant de les rebaptiser en orques. Mais le vrai point de départ des gobelins comme petites créatures du fantastique, c'est les années 70 dans Donjons et Dragons, qui reprend leur réputation et leurs caractéristiques de la fin du Moyen-Âge, petits, sournois, assez faibles individuellement, un peu menaçants, en y ajoutant une dimension tribale. Au lieu d'être isolés, les gobelins sont maintenant en grands groupes, en clans, et ils apparaissent comme une version plus faible des orques, que parfois ils accompagnent et ils servent. Donc en résumé, on a des gobelins qui sont assez petits, des orques qui sont de taille humaine ou plus grands que des hommes, mais il y a encore bien plus grand dans le fantastique actuel, les trolls. C'est un autre type de créature que les fans de fantastique connaissent bien. Les trolls sont grands, bien plus que des hommes, et ils sont brutaux,
très forts, avec une peau épaisse, voire parfois rocheuse, dans une variété de couleurs qui vont du vert au noir, en passant par le gris. Les auteurs aiment bien avoir différents types de trolls, adaptés à différents environnements, les forêts, les montagnes, les marais. Ils ont souvent de très longs bras, un peu comme des gorilles, des nez et des crocs assez caricaturaux, et une tendance à avoir des mutations, comme plus d'une tête ou plus de 2 bras. Ça fait beaucoup de variantes possibles, mais ce qui ne change pas, c'est l'agressivité, qui a quelque chose de simiesque, la taille imposante, la voracité aussi, ils mangent à peu près n'importe quoi, et aussi une certaine stupidité. Ils sont plus bêtes et moins civilisés que les orques ou les gobelins. Encore d'autres caractéristiques fréquentes, c'est qu'ils seraient sensibles à la lumière et au feu, et qu'ils se régénéreraient très vite. Ça les rend très coriaces à affronter, sauf si on les attaque avec du feu. Là encore, ces trolls fantastiques sont une réinvention. Mais contrairement aux orques, qui sont une invention récente, ou aux gobelins, qui ont une origine plutôt médiévale, eux ont des racines mythologiques. Ils viennent de la mythologie nordique. Le terme de troll vient du vieux norrois, mais dans ce langage, ce terme pouvait désigner toute une gamme d'êtres surnaturels, selon le contexte. On peut le traduire alternativement par géant, monstre, créature magique ou démon. Cette pluralité de sens explique pourquoi beaucoup de créatures très différentes, appelées trolls, vont passer de la mythologie au folklore scandinave, selon les régions. Physiquement, les trolls pouvaient être à peu près de taille humaine ou bien plus petits, auquel cas ils sont une version locale des fées, de petites créatures cachées, pas forcément toujours malveillantes, mais dangereuses parce qu'imprévisibles et sans moralité. Je vous le disais dans l'histoire sur les changelins, en Scandinavie, ce sont les trolls qu'on rend responsables des enlèvements et des substitutions d'enfants. Mais dans d'autres régions scandinaves, les trolls ne sont pas petits, ils peuvent être aussi énormes, parfois gigantesques, en particulier en Norvège, où il y a des formations rocheuses attribuées à des trolls. Selon la légende, ce seraient des trolls restés pétrifiés par la lumière du soleil qui les auraient surpris. Il y a pas mal de lieux en Norvège qui ont des noms tirés de ce folklore, comme Trollstigen, le chemin des trolls, un col montagneux, ou Trolltunga, la langue de troll, une formation rocheuse en surplomb dans le sud de la Norvège. Selon la légende, ce serait la langue pétrifiée d'un troll qui se serait moqué du soleil et aurait été pétrifié par lui. Il y a même Trollheimen, le pays des trolls, une région montagneuse du centre de la Norvège, qui est connue pour ses pics spectaculaires. Donc au total, ces trolls scandinaves existaient en différentes tailles et formes, mais ce qui les rassemblait, c'était d'être des symboles de la nature sauvage, non domestiquée, et de ses instincts destructeurs. Pas du tout la nature perçue comme généreuse et accueillante, mais plutôt rude, dangereuse et amorale. Comme les elfes et les nains, les personnifications des forces naturelles vont être associées avec le paganisme et être démonisées par la christianisation. Mais malgré ça, les trolls restent très célèbres en Suède, en Norvège ou en Islande, longtemps après la période médiévale. Dans les contes norvégiens du XIXe siècle, ils servent d'antagonistes. Un exemple, c'est Askeladden, un cycle de contes folkloriques. Askeladden, ça veut dire le garçon des cendres, et ces contes sont un équivalent norvégien de ce que font les frères Grimm en Allemagne. Ils rassemblent des traditions orales
un folklore foisonnant d'histoires recueillies dans les zones rurales du pays notamment, et qui forme la base d'une série de contes. Dans ces histoires, ce garçon des cendres est le plus jeune de 3 frères dans une famille paysanne, pauvre, et il est le petit dernier, négligé, un peu laissé pour compte, qu'on juge faible et simple d'esprit. C'est pour ça qu'on le surnomme Askeladden. Il reste près des cendres du foyer, au lieu de travailler et de se rendre utile. Évidemment, ces histoires vont démontrer qu'il est bien plus capable qu'on ne l'imagine, et grâce à son astuce et un peu de chance ou de magie, il va triompher dans différentes aventures. Il lui arrive beaucoup de choses, y compris des rencontres avec des trolls. Une fois, il gagne un concours de celui qui peut manger le plus contre un troll. En fait, en cachant ce qu'il fait semblant de manger dans un sac. Une autre fois, il doit voler les trésors magiques d'un autre troll, des canards en argent qui peuvent flotter et nager sur la terre ferme, et une harpe d'or qui joue toute seule. Avec différents stratagèmes et un grand courage, il triomphe encore. Donc au XXe siècle, quand toutes ces créatures fantastiques dont on a parlé prennent forme, les trolls sont une source d'inspiration logique, et c'est ce que Tolkien exploite. Dans Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, il place des trolls. Il conserve cette réputation de sensibilité à la lumière qui vient du folklore scandinave, et il donne à ces trolls une taille imposante, plutôt inspirée par la tradition norvégienne. En ce sens, il est très influent, parce que le terme troll aurait pu être choisi pour des créatures très différentes, bien plus petites, s'il avait suivi une autre tradition scandinave. Le concept de la régénération des trolls apparaît dans les années 60, dans la littérature fantastique, et il est popularisé par Donjons et Dragons dans les années 70. C'est aussi Donjons et Dragons qui introduit et popularise toutes ces variantes des trolls, des forêts, des montagnes, d'eau, des marais, et qui en fait des ennemis redoutables, des monstres que les héros doivent affronter avec grande prudence. Il y aurait encore beaucoup à dire sur ces créatures fantastiques, et d'ailleurs, comme je vous le disais au départ, on y reviendra une autre fois. Mais pour le moment, on arrive à la fin de notre histoire de ce soir. Je serai bientôt de retour avec un autre épisode. Et si vous n'avez pas sommeil, vous pouvez choisir un autre épisode de la Bibliothèque des rêves et partir pour un nouveau voyage. Ou alors vous pouvez garder les yeux fermés, vous laisser aller et vous endormir. D'ici à notre prochaine histoire, dormez bien, faites de beaux rêves. Au revoir.